est considérable. En 2022, une étude du Cambridge Center for Alternative Finance estimait que l'extraction de Bitcoin représentait 0,4% de la consommation mondiale d'électricité, soit autant que l'Argentine tout entière. Il faut toutefois noter que le CCAF ne fait pas l'unanimité et ses méthodes sont parfois critiquées, notamment par des militants climat comme Daniel Batten, un entrepreneur, investisseur, analyste de Bitcoin et auteur néo-zélandais qui étudie les technologies visant à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il juge les estimations de la consommation d'énergie de Bitcoin de la CCAF exagérées et basées sur des données obsolètes. Il avance aussi que leur méthodologie ne prend pas en compte la proportion croissante de mineurs utilisant des sources d'énergie renouvelables hors réseau. Plus de la moitié de l'énergie utilisée pour le minage de Bitcoin provient de sources durables selon lui. En exemple, pour comprendre l'aberration de la comparaison, les joueurs qui jouent à des jeux vidéo sur PC consomment autant que le Népal. Et la consommation de vidéos porno en ligne est elle aussi équivalente à l'énergie que consomme l'Argentine. Selon les études, l'extraction de Bitcoin est estimée être responsable de 0,1 à 0,2 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et environ la moitié de l'électricité nécessaire pour le minage provient d'énergie à base de combustibles fossiles. Sans parler des déchets électroniques générés par le matériel des mineurs dont la durée de vie est relativement courte. Pour vous rendre compte, la quantité d'énergie consommée et les déchets électroniques générés par le minage sont comparables à ceux de la Grèce et des Pays-Bas par an respectivement. Les opposants au Bitcoin arguent également que dans de nombreux cas, les fermes de minage Bitcoin sont situées à proximité de sources d'énergie bon marché qui sont souvent non renouvelables comme le charbon, ce qui peut risquer d'augmenter la dépendance aux combustibles fossiles. A l'inverse, certains chercheurs ont mené des études qui mettent en avant l'impact positif de Bitcoin et des cryptos en général sur l'environnement. En effet, le minage de Bitcoin nécessite une quantité significative d'énergie, ce qui pousse certains mineurs à chercher des sources d'énergie plus abordables et souvent plus durables. C'est le cas de l'entreprise française BBJS, de Greenwich Generation à New York, de Hive Blockchain Technology, une entreprise qui opère en Suède et en Islande, ou encore Bitfarms au Canada. Dans certains cas, ça peut favoriser l'investissement dans les énergies renouvelables comme l'hydroélectrique, le solaire ou l'éolien, surtout dans des régions où ces ressources sont sous-exploitées ou disponibles à moindre coût. Et l'exemple le plus parlant là-dessus est celui du parc des Virunga dont on reparlera tout à l'heure. Alexandre Stachenko, un entrepreneur français qui a monté une boîte dans Bitcoin avec KPMG il y a un moment, auteur, conférencier et consultant à l'heure actuelle, a rédigé un papier dans lequel il déconstruit les idées reçues sur l'impact environnemental de Bitcoin, mettant en lumière une réalité plus nuancée que celle proposée par la CCAF. Il souligne que la consommation énergétique de Bitcoin, bien que notable, représente une petite fraction de la consommation globale, bien moins importante que les chiffres et prédictions alarmistes avancés par beaucoup de médias en 2017 et 2018. Il explore la complexité de l'impact environnemental de Bitcoin, suggérant que Bitcoin pourrait être une solution contre-intuitive au changement climatique. Dans un premier temps, par ses incitations à la sobriété. Sa pensée est basée sur le fait que les monnaies qui connaissent de fortes inflations poussent les populations à consommer davantage, par peur que la monnaie ne soit dévaluée dans le futur. Autrement dit, il vaut mieux dépenser son argent tant qu'il vaut quelque chose, de façon vulgarisée. Alors que l'inflation de Bitcoin est, elle, très légère et elle peut être anticipée, sachant que les gens ont tendance à garder leur Bitcoin de côté plutôt que de les dépenser en se disant que ça vaudra toujours quelque chose dans 1, 2, 3 ans ou plus. Les gens dépensent leur argent, certes, mais moins rapidement. Il estime que Bitcoin pourrait être une solution au changement climatique également par le financement des énergies renouvelables. Il explore également la manière dont Bitcoin pourrait contribuer à la stabilisation des réseaux électriques et à la réduction du méthane. Ainsi, il évoque la valorisation de l'énergie perdue. Beaucoup l'ignorent, mais le minage de Bitcoin peut être utilisé pour valoriser de l'énergie qui serait autrement gaspillée. C'est le cas avec le méthane par exemple. Lors de l'extraction pétrolière, du gaz naturel est souvent libéré. Ce gaz est fréquemment brûlé. On appelle ça du flaring, qui libère du dioxyde de carbone, du CO2 et du méthane non brûlé directement dans l'atmosphère. Le méthane a un potentiel de réchauffement global environ 25 fois supérieur à celui du CO2 sur une période de 100 ans et 80 fois plus à court terme. En parallèle, le minage de Bitcoin nécessite d'importantes quantités d'électricité pour alimenter les ordinateurs. Habituellement, cette électricité provient du réseau électrique. Au lieu de laisser le méthane s'échapper dans l'atmosphère ou de le brûler, certaines entreprises de minage de Bitcoin ont commencé à utiliser ce gaz pour générer de l'électricité et alimenter leurs opérations de minage. Ce processus non seulement réduit les émissions de méthane, mais fournit également une source d'énergie économiquement viable pour le minage de Bitcoin, en transformant un sous-produit, souvent considéré comme un déchet, en une ressource précieuse. D'autre part, pour construire un réseau renouvelable, il faut une flexibilité dans la demande. Il faut comprendre que les énergies vertes ne sont parfois pas pilotables. Il n'existe pas de bouton permettant de produire de l'énergie puis de réduire la production quand la demande est plus faible. Car en produisant de l'énergie verte, on dépend du vent, du soleil, etc. Les mineurs de Bitcoin se proposent pour racheter cette électricité perdue à bas prix, ce qui finance la centrale renouvelable. En s'associant à des mineurs de Bitcoin, la centrale s'assure d'avoir toujours les mineurs comme clients de dernier recours. Avec la flexibilité en termes de localisation et de consommation d'énergie que confère le minage, les mineurs de Bitcoin sont les candidats parfaits pour le développement de ce qu'on appelle un programme d'effacement. C'est une stratégie qui vise à réduire temporairement la consommation d'électricité chez les consommateurs
consommateurs durant les périodes de forte demande ou lorsque l'approvisionnement en énergie est limité. C'est le cas avec les heures creuses chez EDF en France par exemple. Ces programmes sont conçus pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur le réseau, ce qui est particulièrement important avec la montée en puissance des sources d'énergie renouvelables et donc de plus en plus demandées. Et un programme d'effacement requiert la capacité de s'installer partout, de s'allumer et de s'éteindre instantanément, sur commande et pour aussi longtemps qu'on le souhaite. Et c'est exactement ce que peuvent faire les mineurs de Bitcoin car ils sont l'industrie la plus simple au monde. On peut allumer et éteindre un data center de minage Bitcoin en quelques minutes sans impact sur la production alors qu'il est impossible d'éteindre une usine en claquant des doigts par exemple. C'est pour cette raison qu'ils sont utilisés pour moduler la charge sur le réseau électrique. Au Texas, Lee Bratcher, le président du Texas Blockchain Center, souligne que le Texas attire les entreprises de minage de Bitcoin grâce à sa production abondante d'énergie renouvelable et à un système de tarification de l'énergie flexible. Il met en avant la capacité unique des mineurs à s'adapter à la disponibilité de l'énergie, réduisant ou augmentant leur consommation en fonction des besoins du réseau, ce qui contribue à une gestion plus efficace de l'énergie dans l'État. D'autre part, Bitcoin aide à monétiser les centres d'énergie renouvelable en surcapacité en offrant une source de demande constante et géographiquement flexible pour l'électricité. Lorsque ces centres produisent plus d'énergie que nécessaire, au lieu de gaspiller cette énergie excédentaire, les mineurs de Bitcoin peuvent l'utiliser pour alimenter leur opération. Ça permet aux producteurs d'énergie renouvelable de vendre leur surplus d'énergie, rendant leur projet plus viable financièrement et encourageant l'investissement dans des sources d'énergie renouvelables. Le papier rédigé par Michel Kazaka, un ingénieur français spécialiste en technologie et infrastructure de paiement bancaire, intitulé Bitcoin Crypto Payments Energy Efficiency, met lui aussi en avant l'efficacité énergétique des paiements en Bitcoin par rapport au système de paiement traditionnel, en démontrant que Bitcoin pourrait être bien plus économe en énergie qu'on ne le pense généralement. Il compare la consommation électrique de Bitcoin optimisée ou non via le réseau Lightning qui consomme bien moins d'énergie, on en reparle après, à la consommation d'énergie du réseau Visa ou Mastercard. En imaginant une transition vers Bitcoin, ces recherches suggèrent que la consommation d'énergie via Bitcoin est plus économe que prévu. En 2023, c'est au tour de KPMG, une grosse boîte de conseil, d'audit et d'expertise comptable, de publier une analyse sur le Bitcoin qui va à l'encontre des préjugés, dont les conclusions sont que le minage de Bitcoin pourrait aider à stabiliser les réseaux énergétiques, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et même à fournir du chauffage aux entreprises et aux particuliers. Autre et dernier exemple qui permet de nuancer l'impact négatif du minage de Bitcoin sur l'environnement, le parc national des Virunga, situé dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'un des sites les plus importants pour la biodiversité sur la planète et il abrite les derniers gorilles de montagne en voie de disparition. C'est une région qui a été confrontée à d'importants défis, notamment la déforestation, le braconnage et les conflits armés. Dans ce contexte complexe et difficile, des initiatives innovantes ont été explorées pour soutenir la conservation et le développement économique durable de la région. L'une de ces initiatives implique l'utilisation de Bitcoin et de la technologie blockchain. La fondation Virunga a lancé une série de projets visant à utiliser les crypto-monnaies pour financer la conservation et soutenir les communautés locales. Un exemple notable est l'utilisation de l'énergie renouvelable produite dans le parc, notamment à partir de sources hydroélectriques, pour alimenter des opérations de minage de Bitcoin. Cette approche génère des revenus qui peuvent être réinvestis dans la conservation et le développement économique local. En utilisant Bitcoin, le parc cherche à créer un modèle de financement durable qui peut opérer indépendamment des fluctuations de l'aide internationale et des donations traditionnelles. En monétisant l'énergie renouvelable excédentaire à travers le minage de Bitcoin, Virunga peut obtenir des ressources financières pour protéger l'écosystème du parc et soutenir les communautés avoisinantes. Ça représente une tentative innovante de lier la technologie à la conservation de la nature et au développement économique dans une des régions les plus vulnérables au monde. D'ailleurs, il y a un petit reportage qui a été posté par une très grande institution qui est le World Economic Forum, justement sur ce sujet, et c'est très étonnant parce qu'ils avaient eux-mêmes été très critiques sur le Bitcoin par le passé, notamment sur son usage électrique. Ils avaient notamment posté en 2017 que selon eux, d'ici quelques années, Bitcoin utiliserait plus d'électricité qu'il n'existe d'électricité dans le monde. Il semblerait qu'ils aient changé d'avis sur la question. L'impact positif potentiel de Bitcoin sur l'environnement dépend donc de plusieurs facteurs, dont les choix énergétiques des mineurs, les politiques gouvernementales, les avancées technologiques et la prise de conscience et les actions des acteurs de l'industrie. Et c'est évidemment sujet à de nombreux débats. Entre 2015 et 2017 émerge une controverse, un chapitre marquant de l'histoire du Bitcoin dont les racines remontent même avant cette période. Il s'agit de la block size war. La taille des blocs dans le réseau Bitcoin est un paramètre technique crucial car elle détermine la capacité du réseau à traiter un certain nombre de transactions par bloc. Au fur et à mesure que Bitcoin gagne en popularité, le débat sur la taille des blocs devient de plus en plus important car le réseau commence à atteindre ses limites en termes de capacité de traitement des transactions, si bien que pour mener une transaction rapide, les frais peuvent devenir exorbitants. On parle de scaling, soit la capacité pour le réseau Bitcoin à faire transiter un plus grand nombre de transactions par seconde en moyenne. Pour que ce genre de fonctionnalité soit accessible, il faut effectuer des modifications sur le réseau. Si ces modifications ne sont pas rétrocompatibles avec les versions antérieures, un hard fork se crée sur le réseau. C'est une mise à jour radicale qui rend les nouvelles règles incompatibles avec les règles existantes. Ça signifie que tous les participants au réseau doivent impérativement mettre à jour leur logiciel pour continuer à participer au réseau. Si une partie du réseau adopte la mise à jour tandis que l'autre reste sur l'ancienne version, ça entraîne la création de deux blockchains distinctes et permanentes qui fonctionnent parallèlement. Chaque chaîne a alors son propre
historique de transaction à partir du point de bifurcation, mais elles partagent un historique commun avant cette bifurcation. Dans le cas présent, avec le débat qui fait rage entre ceux qui sont pour l'augmentation de la taille des blocs et ceux qui sont contre, si une modification de ce type est faite sur le réseau, ce dernier se scinde en deux, celui incorporant l'augmentation de la taille des blocs et celui sans. Les transactions entre les deux sont alors impossibles. Il y a donc ensuite deux jetons Bitcoin différents. La taille d'un bloc Bitcoin était alors de 1 MB, limite établie par Satoshi Nakamoto. Cette limite avait pour but de prévenir les attaques de spam et de maintenir un fonctionnement fluide du réseau. En effet, dans une transaction, on peut mettre ce qu'on veut en soi. Des images, du texte, des choses qui alourdissent la transaction. Avec cette limite, on évite la surcharge des blocs. Et surtout, ça permet à n'importe qui avec un ordinateur même bas de gamme de devenir un nœud Bitcoin car il faut peu de stockage pour télécharger l'historique de la blockchain et se synchroniser au réseau. Cette augmentation permettrait à Bitcoin d'héberger et de gérer un plus grand nombre de transactions par bloc, ce qui aiderait à réduire les frais de transaction et à améliorer l'évolutivité du réseau. Cette faction est souvent associée à l'idée de l'augmentation de la taille des blocs à 2 mégas ou plus et elle est généralement soutenue par de grosses entreprises du secteur. La proposition la plus notable est appelée Bitcoin XT, soutenue par Mike Hearn et Gavin Andresen en 2015. Ils ont repris le code de Bitcoin, ont appliqué la modification et ont lancé leur propre réseau avec. C'est la fameuse scission dont je parlais juste avant. Sur le même principe, d'autres propositions ont vu le jour, dont Bitcoin Unlimited, qui permet aux mineurs de choisir la taille des blocs. Et de l'autre côté, il y a ceux qui estiment que l'augmentation de la taille des blocs n'est pas la meilleure solution à long terme pour l'évolutivité de Bitcoin. À cette époque, la taille totale de la blockchain Bitcoin est déjà au-delà de 100 gigas. Augmenter la taille des blocs revient à rendre impossible la création de nouveaux nœuds Bitcoin par des simples individus utilisant une machine ancienne avec peu de stockage. Et si des individus non fortunés ne peuvent plus valider les blocs et que ce rôle revient à des individus plus équipés et fortunés, alors le réseau risque de perdre en décentralisation. Cette faction préfère explorer des solutions telles que Segregated Witness, raccourci en SegWit. C'est une solution qui vise à séparer les données de transaction des données de signature de la transaction pour augmenter les capacités de la blockchain sans augmenter la taille des blocs. Deuxième élément, Lightning Network qui vise à améliorer l'évolutivité de Bitcoin sans augmentation directe de la taille des blocs. C'est la guerre entre les small blockers et les big blockers, aka la guerre de la taille des blocs ou Block Size Wars. Fort heureusement, Bitcoin est par nature décentralisé. Par conséquent, il est impossible pour les plus riches de forcer un changement au niveau du protocole. C'est une décision qui revient à l'ensemble des gens qui font tourner des nœuds. Ils doivent tous accepter ce changement en mettant à jour leur logiciel Bitcoin vers une version incorporant la modification du protocole. En mai 2017, un groupe représentant une large coalition d'entreprises Bitcoin, y compris des mineurs, des développeurs et d'autres parties prenantes,